Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 week-end. Nous allons parler actualité mais aussi loisirs. Voici les titres de ce vendredi 29 janvier. L'actualité, c'est la déclaration de candidature pour la présidence de la région Île-de-France d'Audrey Pulvar, adjointe de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle se lance dans la campagne à la tête d'une liste de gauche. L'officialisation de sa candidature, nous en parlerons avec Dieynaba Diop, chef de file du Parti socialiste dans les Yvelines. Ce sera notre invité. Nous vous proposerons aussi les idées sorties et loisirs de Célia Gatsongo avec du cinéma ou encore des illuminations aux zoo de Thoiry. Enfin, comme chaque semaine, Vincent Couronne, créateur du site internet Les Surligneurs, décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. Aujourd'hui, il décrypte les propos de Nicolas Dupont-Aignan, chef de file du parti souverainiste, sur l'hydrochloroquine. Et aussi le résumé de l'actualité de la semaine. L'actualité, c'est la candidature à la présidence du Conseil régional d'Île-de-France d'Audrey Pulvar, élue depuis 6 mois au Conseil municipal de Paris et adjointe de la maire socialiste Anne Hidalgo. Élection régionale qui devrait se dérouler en juin 2021 si la crise sanitaire le permet. Audrey Pulvar l'a annoncé dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Elle sera donc à la tête d'une liste de gauche qui rassemblera le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, Place publique et Allons enfants. Pour réagir à cette annonce, Dieynaba Diop, bonsoir. Vous êtes chef de file du Parti socialiste dans les Yvelines, adjointe au maire des Mureaux et vous serez tête de liste pour le département sur la liste d'Audrey Pulvar pour ces élections. Alors, juste avant de parler de cette candidature, Audrey Pulvar était ce matin dans les Yvelines, d'abord à Verneuil-sur-Seine, puis aux Mureaux où elle a rencontré le syndicat CFDT de l'usine Renault-Flin. On l'écoute au micro d'Astrid Bergère et Célia Gatsongo. Nous sommes organisés en groupe de travail. On a 300 personnes qui travaillent dans 22 groupes de travail sur des sujets différents. Nous avons produit des propositions, des idées et au bout d'un moment, nous avons considéré tous ensemble que le moment était venu de passer l'étape supérieure et d'y aller. Alors, Dieynaba Diop, que pensez-vous de la candidature d'Audrey Pulvar, seulement 6 mois après avoir été élue en tant que conseillère municipale adjointe à la mairie de Paris ? Évidemment, je me réjouis de la candidature d'Audrey Pulvar au conseil régional, pour la présidence du conseil régional d'Île-de-France. Je pense qu'elle est une véritable alternative à la candidature de Valérie Pécresse parce qu'elle permet à la gauche d'offrir un rassemblement et de dépasser les querelles de chapelle qui peuvent exister entre les différentes formations politiques. Et je pense que c'est important, dans le temps qui est le nôtre, d'avoir une candidature de société civile qui peut engranger autour d'elle des collectifs citoyens, des citoyens engagés, mais aussi des formations politiques comme la mienne. Alors justement, vous parliez rassemblement. Est-ce que comme Claude Barthelone, donc je le rappelle, candidat malheureux du Parti socialiste aux dernières élections régionales en 2015, vous souhaitez faire liste commune avec Europe Écologie Les Verts, EELV, en sachant que Julien Bayou, évidemment, secrétaire national des Verts, a annoncé sa candidature en tête de liste en août dernier? Nous avions justement contacté, en tout cas l'équipe autour de Audrey Pulvar et d'Île-de-France en commun avait contacté Europe Écologie Les Verts en vue d'une alliance qui nous semblait la plus raisonnable de l'ensemble de la gauche, sachant qu'en plus nous travaillons ensemble en intergroupe au sein de l'opposition de Valérie Pécresse, mais malheureusement cette main tendue n'a pas été saisie et Julien Bayou, comme vous l'avez rappelé, a annoncé dès le mois d'août qu'il partirait seul sur ces élections régionales. Alors parlons un peu de votre programme. Vous êtes, je le rappelle, tête de liste dans les Yvelines pour notre département. La mesure phare du programme d'Audrey Pulvar et donc de votre liste sera la gratuité des transports en Île-de-France. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure qui est à la fois écologique et sociale. Nous sommes dans un temps où il faut retrouver du pouvoir d'achat et pour que les gens justement
adoptent des mobilités qui soient plus adaptées à notre lutte justement contre le réchauffement climatique, il faut les encourager avec une gratuité des transports. Mais elle n'ira de pair qu'avec un renforcement et un investissement fort pour justement donner des transports de qualité à l'ensemble des Franciliens, parce que nous sommes parfaitement conscients qu'il y a des endroits où nous n'avons pas encore la possibilité d'avoir des transports dignes de ce nom et dignes de la première région de France. Et comment vous comptez financer cette mesure ? Je sais que ça fait assez débat, cette mesure, en tout cas annoncée par Audrey Pulvar. En fait, il y a justement tous les coûts cachés que nous estimons pouvoir justement réinvestir sur cette gratuité des transports. Il y a aussi une contribution que nous voudrions demander aux entreprises, notamment par exemple les entreprises qui profitent de cette Covid-19 avec une marge très importante, notamment sur le e-commerce. Nous allons aussi travailler sur toutes les économies que nous allons pouvoir faire si vous arrêtez justement le contrôle au niveau des différents transports. C'est largement atteignable. Bien sûr, ce ne sera pas au lendemain de notre élection, mais c'est un but que nous nous assignons et nous pensons que c'est une véritable volonté politique qui fait la différence entre nous et la liste de Valérie Pécresse. Et justement, vous parlez de Valérie Pécresse, donc c'est l'actuelle présidente de la région Île-de-France, du parti Libre. Alors, elle n'est pas encore officiellement candidate aux élections. Selon une enquête IFOP de décembre 2020, elle serait tout de même en tête des intentions de vote des Franciliens. Si jamais elle se présente, est-ce que vous vous sentez capable de l'affronter ? Bien sûr, on s'y prépare et je pense que le plus important, c'est pas seulement de l'affronter, c'est d'être capable de proposer un projet alternatif aux Franciliens. Je pense que c'est avant tout les citoyens qu'il nous faut convaincre, leur dire qu'ils auront une véritable alternative avec nos propositions, avec les équipes que nous incarnons et être au plus proche de leurs préoccupations. Par exemple, nous sommes favorables à un RSA jeune, alors que Valérie Pécresse s'y oppose frontalement. Et pourtant, la crise que nous traversons montre bien à quel point ce serait nécessaire pour nos jeunes étudiants qui souffrent énormément, qui sont dans une grande précarité pour la majorité d'entre eux. Dernière question, très rapidement. Est-ce que vous craignez que les élections régionales et départementales soient reportées une nouvelle fois et pourquoi ? J'espère qu'elles ne le seront pas parce qu'on ne peut pas confiner notre démocratie et qu'il est important que les Franciliennes et les Franciliens puissent se prononcer, et notamment aussi pour les départementales. Il suffit, nous savons maintenant, tenir des scrutins de manière à respecter les gestes barrières pour qu'il n'y ait aucune prise de risque pour les citoyens. Et il est important de laisser ce temps démocratique s'exprimer. Merci Diana Badiab d'avoir été avec nous. Du côté des autres candidats pour la majorité présidentielle, après le renoncement du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, jeudi 28 janvier, ce sera le député Laurent Saint-Martin qui conduira la liste La République En Marche, député du Val-de-Marne. C'est Aurore Berger, députée LREM des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui l'a annoncé ce vendredi matin sur le plateau de nos confrères de France Info. Laurent Saint-Martin lui-même l'a également confirmé sur Twitter. Également, le secrétaire général du MoDem et député des Yvelines, Jean-Noël Barrot, a fait savoir qu'il aspirait à être tête de liste pour la majorité présidentielle. Il souhaite en tout cas que son parti, le MoDem, soit en première ligne pour les élections de juin prochain, selon nos confrères des Échos. Du côté des Verts, je le rappelle, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, avait déjà officialisé sa candidature en août dernier. Et enfin, l'actuelle présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, du parti Libre, n'a pas encore fait savoir si elle se représentait officiellement. Dans l'actualité également, la région Île-de-France présentait mardi 29 janvier l'avancement du plan d'urgence pour les lycées franciliens voté en 2017, un plan qui a été revu suite à une nouvelle étude réalisée en 2020. Justine Brasier nous rappelle en quoi consiste ce plan.
Un plan pour lutter contre la vétusté des lycées. L'objectif de ce plan d'urgence pour les lycées franciliens, construire de nouveaux lycées et rénover les autres. Alors ce plan d'urgence avait déjà été adopté en 2017, on le rappelle, par la région Île-de-France. Il s'étend sur la période de 2017 à 2027 et prévoyait notamment un budget de 5,1 milliards d'euros, parmi lesquels 4,1 milliards alloués aux investissements, notamment dans les équipements sportifs, dans les aménagements liés à l'accueil des personnes en situation de handicap et aussi dans la construction. Le milliard d'euros restant est prévu pour la maintenance, c'est-à-dire dans les besoins quotidiens. Parmi les autres objectifs, on trouve la création aussi de 21 600 nouvelles places d'ici 2027. Alors ce plan initial voté donc en 2017 a dû être révisé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il se base sur une étude menée par l'Institut Paris Région en 2016, une étude qui a été mise à jour en 2020 et qui montre une augmentation supplémentaire de 65 500 lycéens publics d'ici 2030 par rapport aux estimations de 2016. Pour pallier le problème, le plan a été révisé et prévoit la création de 9 000 places supplémentaires dans les lycées franciliens en plus de celles déjà prévues. Résultat, 30 600 nouvelles places devraient être créées d'ici 2027. Une opération qui nécessite donc un budget supplémentaire qui s'élève à 900 millions d'euros, portant ce plan d'urgence révisé à 6 milliards d'euros. Et le reste de l'actualité de la semaine, c'est Astrid Bergère qui nous la résume en 78 secondes. Lancement réussi de la fusée Falcon 9 avec à son bord le nanosatellite élaboré par le LATMOS de l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin. L'UVSQ-SAT permettra d'observer le Soleil et la Terre. 19 cas de coronavirus sur le campus HEC à Jouy-en-Josas ont été détectés. Une campagne de dépistage massive a eu lieu et les étudiants doivent rester confinés dans l'attente de leurs résultats. Plus de 70 enseignants étaient rassemblés devant les locaux des services départementaux de l'éducation nationale à Guyancourt. Ils demandaient une amélioration de leurs conditions de travail et des revalorisations salariales. Renforcer les sanctions en cas de maltraitance animale. Depuis le 26 janvier, l'Assemblée nationale examine un texte de loi. Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines, est responsable du texte pour la majorité. 2200 dossiers en attente au tribunal de Versailles, c'est 10 fois plus qu'à la fin 2019. Un retard pris à cause de la crise sanitaire. La parole était donnée à Maryvonne Caillebotte, procureure de la République de Versailles. Les plus belles images de la semaine sont attribuées à Louis Burton, le skipper originaire de Rambouillet. Malgré de nombreuses péripéties pendant ses 80 jours en mer, il termine à la 3e place du 9e Vendée Globe. Après cette semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end ? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo nous présente ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons parler de cinéma depuis votre canapé. Les rendez-vous hors champ vous proposent des ciné-débats, des films et conférences en ligne en partenariat avec des lieux culturels yvelinois. Justine Brasier, bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être nous présenter ce projet d'abord. Exactement, donc c'est un projet mené par 4 étudiantes. Elles sont en master management des organisations culturelles et artistiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, elle propose, comme vous nous l'avez dit, des projections, donc des ciné-débats. Et l'événement a lieu sur 3 jours. Donc, ce sera les 3, 4 et 5 février. Alors, quel est le programme ? Donc, il y aura 3 projections de films et documentaires. Ils seront sur le thème de la musique. Et comme il s'agit de ciné-débats, eh bien, ils seront suivis d'une discussion en live d'1 heure environ. Et les films et documentaires, eux, vont aussi durer 1 heure, 1 heure et demie environ. Et je vous propose d'écouter Justine Coulier, qui est responsable du projet Hors Champ. Et puis, elle va nous expliquer les films retenus. On a le professeur de violon qui aborde la pédagogie et qui intéressait beaucoup la clé puisqu'ils ont beaucoup d'ateliers d'apprentissage culturel. On a Percute Jam qui est en lien avec la musique et le handicap et qui intéressait la batterie parce qu'ils ont des projets à venir avec des associations des Yvelines qui s'occupent justement de projets entre la musique et le handicap. Et enfin, on a le documentaire French Waves sur la musique électronique. Et alors, quel est l'objectif de ces rendez-vous ? Pendant la période actuelle, c'est surtout mettre en valeur les structures et les associations culturelles dans les Yvelines qui restent actives malgré cette crise sanitaire. Là, notamment, il y aura 3 partenaires, donc la Clé à Saint-Germain-en-Laye, la Batterie de Guyancourt et puis l'association Metasso de Voisins-le-Bretonneux. Et donc, c'est leur redonner de la visibilité.
pour leur donner l'occasion de parler avec leurs abonnés, leurs adhérents, ou aussi de se faire connaître, par exemple, de nouveaux étudiants qui n'ont pas pu découvrir ces structures en arrivant, par exemple, pour faire leurs études dans les Yvelines. Donc voilà, leur donner une plateforme pour discuter et pour parler de la musique et de leurs projets passés ou reportés qui arriveront quand ils pourront réouvrir. Et comment fait-on pour s'inscrire ? Alors pour participer, il faut se rendre sur le site de la 25e heure. C'est en fait une salle de cinéma virtuelle qui avait été créée face à la pandémie justement de Covid-19, avec notamment la fermeture des salles de cinéma. Et donc là, sur ce site, vous pouvez réserver vos places, votre projection, celle que vous souhaitez. Et puis, vous pouvez bien sûr aussi passer par la page Facebook Les Rendez-vous hors champ. Alors attention, les projections sont gratuites, mais le nombre de places est limité. Donc je pense qu'il faudrait réserver à l'avance. Je vous le conseille. Merci beaucoup, Justine. Le parcours d'illumination Thoiry Lumière Sauvage au zoo de Thoiry, initialement prévu le soir, ouvre finalement dès le matin, à 7h30 exactement. Nous recevons aujourd'hui Christelle Bercheny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du zoo de Thoiry. Alors pourquoi ouvrir le parc à cette heure-là ? Eh bien, on s'adapte. On a monté depuis quelques années un festival de lumière sauvage, qui est un festival, un parcours dans les jardins du château avec 1,5 km de lanternes lumineuses qui racontent une histoire féerique, où cette année, on est dans les songes du conte et d'un explorateur qui a pu parcourir le monde et trouver des animaux qui existent et des animaux un peu plus extraordinaires. Donc voilà, et donc pour cela et pour qu'on offre le meilleur spectacle à nos clients, il faut que la nuit soit le plus possible présente. Donc on a décidé, après les loin de couvre-feu 20h, qui nous allait plutôt bien en hiver, puisque à 17h il faisait nuit, eh bien on s'est adapté. Maintenant que le couvre-feu était à 18h, on a créé l'éveil de Thoiry depuis la semaine dernière, tous les week-ends, de 7h30 à 9h30. Nos clients peuvent découvrir les lanternes et on inverse la journée, c'est-à-dire que 7h30, 9h30, on voit le lever du soleil cette fois et pas le coucher du soleil, avec toute la féerie et la magie qu'on peut trouver le matin avec de la brume et autres. C'est magnifique également, c'est une autre expérience. Et est-ce qu'on peut faire quand même le parcours le soir ? Alors le parcours reste ouvert. À partir de 13h, nous ouvrons le safari, puisque le safari en voiture lui-même est ouvert. Et à partir de 14h, les jardins du château et la promenade féerique est ouverte également. Et vous pouvez attendre la nuit qui tombe jusqu'à 18h. Nous sommes ouverts jusqu'à 18h. Alors l'éveil donc des jardins de Thoiry, c'est ce week-end. C'était aussi le week-end dernier. Est-ce que vous allez poursuivre l'expérience ? J'aimerais bien avoir la réponse. Nous sommes partis pour la poursuivre. Maintenant, nous sommes pendus aux lèvres du gouvernement pour savoir si oui ou non nous allons pouvoir continuer à notre activité avec toutes les règles sanitaires possibles pour pouvoir garantir la sécurité aussi bien de nos collaborateurs que de nos clients et surtout le bien-être de nos animaux. Et donc, depuis le début de la crise sanitaire, vous êtes obligé de vous adapter. Comment vous avez fait ? Ça doit être compliqué quand même. On a essayé d'être tous agiles. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est très très flexible et qui s'adapte et qui est passionnée de son métier et du parc. Donc sur l'ensemble de nos parcs, parce que nous avons également 2 autres parcs, un en France, un au Portugal. On a fait preuve d'agilité et surtout on a essayé de garder le contact. Garder le contact aussi bien dans les équipes, entre les équipes qui sont plus liées à la clientèle et les équipes qui sont de toute façon sur le terrain, puisqu'on assure tous les jours que Covid ou pas Covid, confinement ou pas confinement, client ou pas client, nos animaux sont là et on en prend soin tous les jours. Donc toutes les équipes, c'est à peu près une trentaine de personnes tous les jours qui travaillent et qui continuent à prendre soin des animaux et du cheptel. Et puis, on a été agile dans la communication. C'est-à-dire qu'on a créé et laissé entrer notre parc au printemps principalement dans le salon de nos clients en installant des petites séquences sur Instagram, sur Facebook et autres, de façon à raconter notre histoire et raconter un petit peu ce qui se passait au zoo et comment allaient les animaux, parce que les animaux ont besoin aussi de voir du monde et de ce contact de façon à garder le moral. Et justement, pourquoi le zoo, lui, est fermé ?
Eh bien, écoutez, les règles sanitaires sont strictes. Tout ce qui est parc animalier a bien été annoncé fermé parce que effectivement, il peut y avoir quelques endroits plus clos, des tunnels et ce genre de choses. Voilà, l'État aujourd'hui nous recommande de fermer notre parc animalier et le parcours, lui, qui se fait par contre complètement en plein air, a eu l'autorisation d'ouvrir avec un protocole sanitaire et un sens de circulation très strict. Et est-ce que vous avez peut-être prévu de nouvelles activités à faire au zoo prochainement ? Alors, prochainement, si tout va bien, si pas de tempête de neige ou d'ouragan, ou qu'en fait, enfin, on puisse sortir de cette crise, nous allons lancer des hébergements de Thoiry au printemps avec quelque chose d'insolite qui gardera l'ADN de Thoiry, où on va offrir un espace confort et style très restreint quand même, mais vraiment très confortable pour offrir l'expérience nocturne au sein de la réserve des ours. Ça va sortir prochainement en termes de... c'est une exclusivité aujourd'hui. Ah, super, merci beaucoup de nous avoir donné l'exclusivité, Christelle Vercheny, et merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous, bonne journée. Finir cette page loisirs, je vous propose 3 idées de sortie pour ce week-end, avec une balade sur le sentier de Maincourt, en vallée de Chevreuse à Dampierre en Yvelines, un sentier balisé de 3 km et accessible à tous. Cette promenade de 1 à 2 heures traverse l'un des plus grands marais du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. La culture à Saint-Quentin en Yvelines se fait en ligne. Sur le site internet des e-médiathèques, des contes en ligne pour les enfants sont proposés tous les mercredis. On peut aussi visionner des spectacles comme Plein Feu, un spectacle d'ombre. Les médiathèques sont donc toujours en mode drive et adaptent leurs horaires avec le couvre-feu. Et enfin, l'hôtel-restaurant Casodor, situé à Saint-Germain-en-Laye, lance Jazz au-dedans. Un dîner-concert samedi 30 janvier. Vous pourrez donc écouter le groupe jazz Les Three Blind Mice depuis votre chambre d'hôtel tout en dînant. Et le 7-8 week-end continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Et comme chaque semaine, on retrouve un journaliste de la rédaction de TV78 qui va nous présenter ce qui fera la une la semaine prochaine. Cette semaine, Bichente Mérien Santisteban, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette semaine, vous allez nous parler sport et plus particulièrement de la semaine olympique et paralympique. Oui, en effet, donc elle se déroule du 1er au 6 février. L'un des atouts du territoire pour cette semaine, en partenariat avec les JO de Paris, est qu'on accueillera plusieurs épreuves dans les Yvelines, notamment à Saint-Quentin en Yvelines. On retrouve le golf national, la colline d'Elancourt pour le VTT, ou encore le vélodrome national. Donc plusieurs classes de primaire, collège et lycée auront l'occasion de s'y rendre pour découvrir ces différents sites. L'objectif, en plus de la découverte des sports, est de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs olympiques et paralympiques. Et quelles sont ces valeurs, Bichente ? Alors, il y a 3 valeurs principales, chacune liée à un symbole. D'abord, quand on parle de sport, on parle d'effort. La devise olympique en latin, c'est Situs, Altus, Fortus, donc plus vite, plus haut. Plus fort, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est la devise de Pierre de Coubertin. Oui, exactement, Éléonore. Donc ça, c'est pour prôner le dépassement de soi. Ensuite, on retrouve la célèbre flamme olympique que l'on se passe de pays en pays, symbole de l'amitié entre les peuples. Et enfin, les anneaux unis l'un à l'autre qui représentent le respect. Et y a-t-il d'autres objectifs pour cette semaine ? Oui, il y en a plusieurs. Contribuer à changer leur regard sur le handicap ou encore éveiller les jeunes à l'engagement citoyen. Tout ça par le prisme du sport. Tout un programme. Merci Bichente Mérien Santisteban pour toutes ces précisions. Et pour refermer ce 7-8 week-end, en partenariat avec les Surligneurs, votre nouveau rendez-vous, ce collectif donc qui décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. Aujourd'hui, retour sur les propos de Nicolas Dupont-Aignan et sur l'hydrochloroquine, traitement controversé contre le Covid-19 du professeur Didier Raoult. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. Nicolas Dupont-Aignan s'insurge contre le gouvernement qui, selon lui, refuse toute étude impartiale sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, cette molécule longtemps défendue par le contesté professeur Raoult, mais qui pourtant bénéficie de nombreux soutiens politiques, dont notamment le leader du parti souverainiste Debout la France. Or, quel est le problème ici ? Eh bien, c'est que le gouvernement, contrairement à ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, ce n'est pas son rôle. Alors du coup,
un débat sur l'hydroxychloroquine, comment ça marche? Comme pour tout débat dans le domaine de la médecine, c'est le code de déontologie médicale qui dicte la conduite à suivre. Cette Bible du médecin nous dit que les stratégies thérapeutiques reposent sur des données acquises par la science, et ces données, eh bien, elles sont acquises dès lors qu'elles reflètent un consensus médical. Le problème, c'est que parvenir à un consensus médical, c'est un processus très long et qui habituellement ne se déroule pas sur la place publique. Cela se fait à coup d'études ou d'articles publiés dans les grandes revues internationales. Surtout, le même code de déontologie interdit au médecin de jeter sa découverte en pâture au public avant qu'elle ne soit éprouvée scientifiquement. Pourquoi? Eh bien parce que si un débat juridique ou climatique, même vif, est inoffensif sur la place publique, un débat médical mal maîtrisé, en période de crise, eh bien ça peut pousser le public à des comportements dangereux pour sa santé. Alors c'est pourquoi, si le gouvernement peut financer des études, ce qui d'ailleurs il fait déjà, il n'a pas à privilégier une piste ni à choisir parmi les scientifiques ceux qui seraient supposément les plus compétents. Nicolas Dupont-Aignan est donc hors sujet. Il y aurait de quoi s'inquiéter d'ailleurs de sa vision de la science, une science officielle au service du pouvoir et non plus indépendante. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.